vous a proposé de patienter dans un premier temps avec l'initiation au cirque de Bruxelles. C'est un groupe qui a une réputation qui dépasse les frontières de la Belgique et qu'on a eu le plaisir à accueillir ce soir. Je vais commencer, on va passer assez rapidement à la constitution des groupes pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, puisque vous êtes là pour les comptes. Je voudrais remercier, comme chaque année, tout le collectif d'organisation, composé des amis du Vieux-Mousson, des élus, de bénévoles et notamment des médiathèques et services municipaux de Pont-à-Mousson. Nous sommes le groupe traditionnel de l'école de musique Charles Bocquet de Pont-à-Mousson. Donc nous vous souhaitons une bonne soirée et nous allons vous divertir pendant une vingtaine de minutes. Ce qu'a vécu cette dame, je compte le temps qui passe, oh Bella la belle. Puis le jour où je finirai par dénombrer le nombre de cheveux blancs qu'il y a sur la tête de cette vieille dame, ce jour-là, il y aura une fin. Voilà, il s'agit donc de Anselme, de Floriane et de Chic. Nous sommes trois chanteurs. On n'a pas, enfin un chanteur et deux autres chanteurs, mais qui chantent avec leur instrument de musique parce qu'ils racontent à leur façon un peu l'histoire. Voilà. Moi, je suis gabonais. L'accordéoniste elle est alsacienne. Nul n'est parfait. Et on a un super joueur de basson qui qui tisse un peu les notes de musique. Et il nous vient du Doubs, du pays de la cancoyote. Elle a demandé, hé, où sont les vieillards? Il n'y avait plus de vieux. On avait tous segmenté, on avait tous séparé. Et les jeunes d'un côté et les vieux là-bas. Les cartes 12-25 et les cartes seniors. Tout était séparé. Non, mélangez pas. Tout était séparé. Il y avait les vieux retirés, retraite. Et puis il y avait les jeunes. On avait séparé. Elle a dit, mais pourquoi? Pourquoi il n'y a plus de vieux? Pourquoi il n'y a plus de cheveux blancs? On lui a dit, Bella la belle, les vieillards nous rappellent trop que comment on va finir. Non, on ne veut pas voir des vieux, on ne veut pas voir la vieillesse. Non, non, non. Alors Bella la belle a dit, et la mort? Autrefois la mort, elle était à la maison. On veillait nos corps, nos cadavres. On les laissait partir sur le grand tracas, là-bas, disparaître là-bas derrière la brume.
Ouais, ça fait beaucoup moins peur parce que la mort, elle était un peu plus présente dans le quotidien des gens. Et elle n'avait pas cette image un peu défaitiste, cette chose que l'on craint. Et à l'occasion de ce festival qui met un peu au devant les civilisations celtes, c'est souvent aussi intéressant de savoir qu'il n'y a pas besoin d'aller tout au nord du nord pour voir la place qu'avait la mort, en fait. En tout cas, les questionnements autour de la mort. Même ici, en Lorraine, en Moselle, on racontait autour d'un feu des histoires pour se faire peur autour de la mort. Et la mort, elle était très présente parce que, voilà, elle n'était pas cette chose que l'on craignait. Elle nous permettait un peu de nous définir un peu mieux les uns par rapport aux autres et de mieux goûter à la vie ou de la goûter autrement, en fait. Belle, la belle. La mort. On la cache là-bas. On fleurit nos cimetières. Oui, on la cache là-bas, c'est dans les hôpitaux. Non, on ne veut pas. On sait que tous on va mourir, mais on n'en parle jamais. T'as jamais un âge pour parler de la mort. Trop jeune pour parler de la mort. Oh non, trop marié. Non, trop en carrière. Non, trop riche. Non, trop en train de construire sa maison. Non, on pense jamais à la mort. On n'y pense jamais. On n'y pense jamais. D'ailleurs, tu sais quoi, Belle la belle, on a inventé une chose pour ne jamais y penser. Boulot, dodo, métro. Boulot, dodo, métro. Boulot, dodo. On ne pense pas à la mort, Belle la belle. On n'y pense pas. On n'y pense jamais. Mort, c'est notre passé, c'est notre histoire, c'est notre mémoire. Et il se peut même qu'à la nuit de la Saint-Main, ils viennent nous raconter des histoires. Et tenez, les Celtes, quand ils ont entrepris leur long voyage à travers l'Europe, vers le bout du monde, eh bien, ils se sont arrêtés ici, en Lorraine. Ils avaient entrepris ce voyage, les Celtes, parce qu'ils étaient guidés par leurs rêves. Et c'était certainement des rêves de mer. Mais ici, en Lorraine, bien sûr, il n'y a pas de mer. En Lorraine, c'est la terre qui fait des vagues. C'est la terre qui est salée. Et quand on traverse notre pays, c'est comme si on traversait une houle de terre. Et après quelque temps, les Celtes ont repris leur bagage, ils ont repris leurs rêves, et ils ont continué leur voyage jusqu'au bout du monde, jusqu'à la fin de la terre. Finisse terre. Mais ils nous ont laissé quand même leur mémoire, la mémoire de leurs rêves, dans l'écume des pierres, dans le ressac des forêts et dans les histoires. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui a peut-être 2000 ans, peut-être plus, qui nous vient des Celtes. J'ai dit. Un autre a entendu. Doucement l'a redit. Le troisième a compris. Le quatrième, armé de son bâton de chêne, est parti, dans la nuit, accomplir un exploit. Et le monde en a fait une chanson. Je marche avec aux lèvres cette chanson, au devant de la mort. Oh, ma vie. À la recherche de sa femme. Ce vieil homme, il était appuyé sur un bâton et guidé par un chien. Il était aveugle.
à la place de ses yeux, il y avait 2 trous. Et la peau était comme toute plissée et couverte de poussière dans ses orbites vides. Et ce vieil homme, à chaque fois qu'il arrivait dans un village, il demandait si on avait vu sa femme, mais on ne la connaissait pas, sa femme. Alors le vieil homme hochait lentement la tête avec une grande lassitude. Et puis il racontait son histoire. Son histoire qui racontait toujours la même. Il parlait du père Thanase. Et le père Thanase, il n'aimait pas les lutins. Il faut dire que le père Thanase, c'était un vieil homme, il habitait juste à côté de la forêt. Et la forêt, à côté de chez lui, elle était pleine de lutins. Et chaque fois que le père Thanase y partait dans les bois, au milieu des arbres, il sentait des dizaines et des centaines et des milliers de petits regards posés sur lui. Surtout quand il était en train de poser des pièges pour attraper les animaux. Et le père Thanase, il avait fini par les détester, les lutins, parce qu'il ne pouvait plus sortir de chez lui, il avait fini par avoir peur. Alors, il était vieux, et il voulait accomplir une dernière chose avant de mourir. Il s'est juré à lui-même de faire disparaître les lutins de la surface de la terre. Un beau matin, le père Thanase, il a pris son courage à 2 mains, et il est parti par les chemins d'ombre dans la forêt. Il est allé trouver la vieille, la sorcière. Il l'a trouvée dans une petite clairière, il y avait une cabane de branchages qui était là. Et la vieille, toute ratatinée, toute pliée. Et quand il s'est approché d'elle, il a vu son regard se lever, et il a vu qu'elle était aveugle. Et la vieille, elle lui a fait un grand sourire, elle a dit « Ah, Thanase, je t'attendais, approche, qu'est-ce que tu veux ?» Le père Thanase, il a baissé les yeux, il s'est approché de la vieille, il a dit « Oh, tu sais, je voudrais que tu me donnes un renseignement, je voudrais que tu me dises comment faire pour me débarrasser des lutins, comment faire pour faire disparaître les gens du petit peuple. » Ah. Si tu veux savoir, Thanase, eh ben, faut payer. Tu vas venir tous les jours, pendant 30 jours, m'apporter un bol de crème. Si tu fais ça, tu sauras. Le père Thanase, il a donné un coup de menton, et puis il s'est dépêché de rentrer chez lui. Et il a fait comme la vieille l'avait dit. Tous les jours, il est allé dans la forêt apporter un bol de crème à la vieille. Et le 30e jour, quand la vieille elle a reçu le bol, elle a dit « Ah, t'as payé le prix, Thanase. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est pas à moi de dire. Mais tu veux savoir comment te débarrasser des lutins? Eh bien, c'est bien simple. Voilà. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Chaque fois que tu verras des arbres, coupe-les. Chaque fois que tu verras de la terre non travaillée, laboure-la. Et chaque fois que tu verras de la terre labourée, sème du blé. Le père Thanase, il a remercié la vieille, et puis il a fait comme elle avait dit. Il a commencé à couper les arbres autour de chez lui, et puis il a enlevé les souches, et il a labouré la terre, et il a semé du blé. Et le père Thanase, il avait tellement de haine, tellement de hargne, tellement de peur en lui, qu'il a travaillé sans s'arrêter des jours et des nuits, des jours et des nuits, des jours, des jours, des jours. Et c'est comme ça que la forêt, elle a fini par reculer. Et la maison du père Thanase, qui autrefois était juste à côté du petit bois, et bien maintenant, elle était au milieu d'un énorme champ de blé. Et le père Thanase, il ne s'est pas arrêté. Il a continué, il faisait ce que la vieille lui avait dit. Chaque fois qu'il voyait des arbres, il les coupait. Chaque fois qu'il voyait de la terre non labourée, il labourait. Et dès qu'il voyait de la terre labourée, il semait du blé. Et c'est comme ça que petit à petit, la forêt a presque disparu. Et c'est comme ça que petit à petit, les gens du petit peuple sont tombés dans l'oubli. C'est devenu des contes, des légendes. Mais le père Thanase, lui, maintenant, il dormait sur ses 2 oreilles. Et cette nuit-là, justement, il était dans son lit, il était en train de faire un rêve, où il était au milieu d'une terre où il n'y avait plus qu'un champ de blé qui faisait tout le tour de la terre. Quand il a senti des coups de coude dans ses côtes, alors il s'est réveillé, et il a vu sa femme qui était à côté de lui, la lumière était allumée, et sa femme, elle était toute tremblote. Elle secouait son mari, elle lui disait « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi » Et lui, il lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et il a entendu le père Thanase dehors. Il y avait un grondement sourd, il y avait des crépitements.
Et il a senti Athanase. Ça sentait le brûler. Et il a vu, par la fente du volet, de la fumée qui rentrait. Le père Athanase, il a bondi hors du lit, il a poussé les volets, et il a vu ses champs de blé en feu. Ah, il n'a pas perdu de temps, le père Athanase, il a descendu en courant les escaliers, il est arrivé dans la cour, et là, il s'est arrêté. Parce qu'au milieu de la cour, il y avait un lutin. Il était haut comme 3 pommes de pin, la peau semblable à de l'écorce d'arbre. Il tenait dans une main une torche enflammée et dans l'autre une grande épée. Et le père Athanase, il est tombé à genoux, il s'est approché du lutin, il lui a dit « Pitié, pitié, pitié !» Et la créature de l'autre monde a regardé le père Athanase et a dit « T'as voulu nous faire disparaître, Athanase. Tu vas payer. » Et le petit vieux, il s'est mis à pleurer, à trembler comme une feuille morte, à pleurer. Il disait « Pitié, je t'en prie, non, épargnez-moi, je ne sais pas ce que je faisais, excuse-moi, je ne savais pas ce que je faisais, je suis vieux, épargne-moi, je t'en prie, j'implore ta pitié. » Le lutin a regardé le vieil homme tremblotant. Il a souri, il a dit « D'accord, d'accord, Athanase, tu demandes pitié, nous t'écoutons. Mais attention, sache que toute action entraîne une réaction, que tout acte a des conséquences. Il faudra payer un jour. Toi, tu ne veux pas payer? D'accord. Ce sont tes enfants qui paieront pour toi. » Et le lutin a disparu, et l'incendie du champ de blé s'est évaporé comme par magie. Et la femme du père Athanase a aidé son vieux mari à se relever, et ils sont restés dans les bras l'un de l'autre à pleurer comme ça. Et puis ils ont fini par rentrer chez eux. Et le père Athanase, il est mort quelques jours après, de vieillesse. Et sa femme l'a suivi quelque temps plus tard. Et c'est leur fils, le petit Jean, qui a hérité de la ferme. Mais ses parents ne lui avaient jamais parlé de cette étrange nuit. Ils n'avaient jamais rien dit. La seule chose que le père Athanase avait dit à son fils, c'était ce que lui avait dit la vieille, la sorcière. La seule chose que le père Athanase a dit à son fils, c'est « Chaque fois que tu verras des arbres, coupe-les. Chaque fois que tu verras de la terre non labourée, laboure-la. Et chaque fois que tu verras de la terre labourée, sème du blé, et tu deviendras riche. » Et le petit Jean, il était obéissant. Il a fait comme son père avait dit. Et c'est comme ça que les champs de blé, ils sont devenus énormes, immenses, tellement grands qu'ils dépassaient l'horizon. Et puis cette nuit-là, c'était une nuit de Toussaint. Et le petit Jean, il était dans la ferme avec sa femme, la Marion. Ils étaient sur le point de passer à table, il y avait déjà les plats tout fumants qui étaient posés, la bouteille de vin qui était débouchée. Et juste au moment où ils allaient manger, le petit Jean, il a entendu le vent se lever dehors et souffler, souffler, souffler. Le vent tourbillonnait, tournait tout autour de la ferme. Il tournait de plus en plus vite, ça faisait claquer les volets tout autour. Le petit Jean et sa femme, ils se sont regardés, qu'est-ce que c'était que ça? Et le vent soufflait, soufflait, les volets claquaient, et soudain, chat! Il y a la porte d'entrée qui s'est ouverte, et le vent s'est engouffré dans le salon, et il a tourbillonné. Et avec le vent, il y avait comme des petites voix qui chantaient. Digue-digue-di, digue-digue-don, danse le peuple des lutins. Digue-digue-di, digue-digue-don, dansons, danserais aussi. Et le vent s'est arrêté d'un coup. Il y a eu un grand silence. Et le petit Jean, il est allé jusqu'à la porte d'entrée, il a attrapé le manteau de sa femme qui se trouvait là, il lui a jeté sur les épaules, il lui a dit « Je te ramène au village, chez tes parents ». Et ils ont pris le cheval. Et ils ont marché comme ça jusqu'au village. Et là, le petit Jean, il a déposé la Marion devant chez ses parents et il l'a embrassée une dernière fois. Et elle lui a dit « Mais toi petit Jean, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Moi, je retourne à la maison du père, je vais veiller. » Et puis il est parti. Il est parti dans la nuit. Mais au milieu du chemin, le petit Jean, il a entendu des bruits de fête. Plus loin dans les champs, on aurait dit qu'il y avait de la musique, qu'il y avait des gens qui chantaient là-bas. Mais pourtant, il n'y avait personne qui habitait à cet endroit. Alors le petit Jean, il a quitté le chemin, et puis il a traversé le champ de blé.
C'est comme ça qu'à la lueur de la lune, il a vu qu'il y avait un bois devant lui. Oh, et il ne savait pas qu'il y avait encore des arbres dans ce coin-là, sinon il les aurait déjà coupés depuis longtemps. Et les gens qui chantaient, ils étaient dans ce petit bois. Alors, le petit Jean, il s'est avancé, il est arrivé dans la forêt, dans ce petit coin-là, et puis il a vu qu'il y avait une clairière et des lutins, des dizaines, des centaines de lutins qui dansaient, qui dansaient. Ils l'ont attrapé par la main et ils l'ont fait danser avec lui. Et ils ont dansé, 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 dansé toute la nuit. Digue, 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 don, danse le peuple des lutins. Digue, 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 don, dansons, dansons, danserait aussi. Digue, 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 don, s'en va le peuple des lutins. Digue, 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 don, partons, partons, partirez aussi. Et à la fin de la nuit, ils ont laissé repartir le petit Jean. Et lui, quand il est sorti du bois, le soleil se levait tout juste à l'horizon. Il a tout de suite remarqué qu'il y avait quelque chose de bizarre dans l'air. Il ne reconnaissait pas l'air qui respirait, le petit Jean. Il le sentait au fond de lui. Il s'est dépêché de marcher, il a traversé son champ de blé, il est revenu sur le chemin. Mais là, il s'est arrêté parce que le chemin de terre, il avait été remplacé. Il y avait maintenant un chemin avec une matière dure, comme de la pierre, toute grise. Le petit Jean, il ne comprenait pas. Il a marché sur ce drôle de chemin et il s'est mis à courir pour rentrer chez lui, mais juste avant d'arriver chez lui, il a vu que des maisons avaient poussé dans les champs, des maisons toutes semblables, qui s'alignaient de chaque côté. Et au milieu de toutes ces maisons, il y avait sa ferme à lui. Mais quand il est arrivé, il a vu qu'il y avait un vieil homme qui était assis sur le banc de pierre, juste devant la fenêtre. Le petit Jean, il s'est approché, il a regardé le vieux, il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais devant chez moi ?» Et le petit vieux, il a regardé le visiteur, il lui a dit « Comment ça chez toi ?» Il a montré avec sa canne la fenêtre de la chambre. « C'est ici que je suis né, il y a 73 ans, et j'ai jamais quitté cette maison. » Mais non, c'est pas possible. T'es chez moi le vieux, t'es chez moi, c'est ici que j'habite. Oh, le petit vieux, il a tout de suite vu que son visiteur, il n'était pas dans son état normal, il lui a dit « Allez, viens, je t'offre un verre, on va boire un coup, ça te remettra les idées en place, puis tu me raconteras. » Et puis il a versé un verre de Mirabelle à chacun, et le petit Jean, il a raconté son histoire. Le petit vieux, il a regardé son visiteur, il lui a dit « Tu sais que c'est drôle ce que tu me racontes, là? Cette histoire de petit Jean, je la connais, cette histoire-là. Ma mère me l'a racontée quand j'étais tout petit. On raconte que le petit Jean, il avait disparu un jour, dans la nuit, qu'on l'avait jamais revu, et que sa femme, elle l'avait attendu, et qu'elle était morte sans l'avoir revu. On dit, je crois, dans la légende, que le petit Jean, c'était le fils du père Thanase. Oui, le père Thanase, c'est mon père. Ah, mais c'est pas possible. L'histoire que je te raconte, c'est une légende. On dit que ça s'est passé il y a au moins 300 ans. 300 ans 300 ans. Non. J'ai dansé une nuit et ça a duré 300 ans. Et à ce moment-là, il y a le vent qui s'est mis à souffler. Il s'est mis à tourner autour de la maison, à tourbillonner. Et il y a les volets qui sont mis à claquer, les vitres qui tremblaient. Et chac! La porte d'entrée qui s'est ouverte et le vent s'est engouffré et il y avait de la musique sur le vent. Et avec la musique, des petites voix qui chantaient. Digue, 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 don, meurt le peuple des lutins. Digue, 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 don, mourons, mourons, mourirez aussi. Et il y a eu comme deux éclairs. Et les deux yeux de petit Jean, ils sont tombés en poussière. Et c'est comme ça que le petit Jean, il est devenu aveugle. Il est rentré dans la longue nuit. Et on raconte qu'à partir de ce jour-là, il s'est trouvé un bâton, il s'est trouvé un chien. Et il s'est mis à voyager de village en village à la recherche de sa femme. Et à chaque fois, on disait que sa femme, on ne la connaissait pas, on ne l'avait jamais vue, alors
Le petit Jean hochait la tête avec lassitude, il disait « Je le savais, je le savais, je le savais. » Et il disparaissait dans la nuit jusqu'au prochain village. Peut-être que vous le croiserez ce soir. Alors, si jamais il insiste pour vous raconter son histoire, par pitié, écoutez-le.